Avez-vous déjà remarqué que lors de la toute première apparition de Brooke, ses vêtements sont déchirés à un seul endroit? Et cet endroit correspond précisément à celui où les chevaliers sacrés reçoivent la marque de l'abîme, des mouilles et des Gorusei. J'ai vérifié les cases du manga et le costume de Brooke est impeccable avant sa mort, mais dès la première case suivant sa résurrection, il est soudainement déchiré à cet endroit précis. C'est presque comme s'il avait immédiatement versé une larme pour vérifier si la marque était toujours là après son réveil. Et le plus étrange, c'est que pendant le retour de son âme dans son corps, on ne voit ni son épaule ni son bras gauche. Ce détail ne peut être anodin, et je pense que Oda l'a caché intentionnellement. Cette théorie est devenue encore plus plausible quand j'ai réalisé qu'à la fin de Thriller Bark, seulement 30 chapitres après l'apparition de Brooke Luffy, trouve le bracelet du capitaine John et le place exactement au même endroit sur son bras que la marque de l'abîme. Et on sait déjà grâce à Buggy à quel point ce bracelet est important. C'est une carte menant au trésor du capitaine John qui reste l'un des plus grands mystères de toute la série. Je suis certain que Oda avait déjà prévu les chevaliers sacrés et la marque de l'abysse durant l'arc de Thriller Bark. On a découvert plusieurs pirates de Rocks durant cet arc et ces personnages n'étaient clairement pas le fruit du hasard. Ils avaient des designs uniques et comme je l'ai mentionné, le capitaine John reste un personnage important de l'histoire même aujourd'hui. Je pense donc que Rocks Dabic, les Pirates de Rocks, les Jeux de la chasse, les Chevaliers sacrés et la marque de l'abysse étaient déjà en préparation durant Thriller Bark. Le costume déchiré de Brooke et le brassard du capitaine G correspondent parfaitement à l'emplacement de la marque de l'abîme des Chevaliers sacrés. De toute évidence, cette position corporelle est très importante pour une raison qui m'échappe. Mais bien sûr, je ne me base pas uniquement sur cela pour affirmer que Brooke était un chevalier sacré. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les parallèles et indices qui laissent penser qu'elle pourrait être l'un des chevaliers sacrés. La vérité sera bientôt révélée. Quoi qu'il en soit, il est clair que le passé de Brooke est bien plus complexe que son simple statut de chevalier du royaume d'Asperia. Il était terrifié par la famille Vinsmoke. Il connaissait l'existence des chevaliers sacrés et reconnaissait même leur style vestimentaire. Et maintenant, il est directement lié à l'un d'eux, Gunko. Nul doute que beaucoup de choses se sont passées entre la vie de Brooke au royaume d'Asperia et son passage chez les pirates à des pièges de Rumbar. Mais que s'est-il passé exactement entre-temps? Il est important de comprendre que même si Brooke apparaît bien plus tard dans l'histoire que les autres membres de l'équipage du chapeau de Pele, Oda avait prévu ce personnage dès le début. Nous avons rencontré Léon et les pirates de Rumbar dès le chapitre 103. Et même avant cela, Luffy avait mentionné à plusieurs reprises qu'il souhaitait un musicien dans son équipage. Brooke, manifestement très important, mais pourquoi est-il un squelette? Est-ce que simplement un choix esthétique ou y a-t-il une autre raison? Si Oda voulait simplement introduire le fruit du démon de la résurrection, il aurait pu le faire sans transformer Brooke en squelette. La seule raison pour laquelle Brooke était redevenu un squelette est qu'après sa mort, son corps s'est perdu dans le brouillard. Il ne l'a retrouvé qu'un an plus tard. Mais à ce moment-là, il ne restait plus qu'un tas d'ossements. Pourtant, sa coupe afro est restée parfaitement intacte grâce à ses racines bien robustes. N'est-ce pas étrange? Et il a perdu son corps à cause d'un brouillard soudain. Maintenant, il n'est plus qu'un squelette. Son costume n'était déchiré qu'à l'endroit précis où les chevaliers sacrés ont reçu leur marque abyssale. Et sa coupe afro est toujours aussi impressionnante, la même coiffure, qui semble intimement liée au clan Davy. Plus étonnante encore, pendant l'ellipse temporelle, les Marines ont fait irruption à son concert.
affirmant avoir découvert qu'il était Brooke, un ancien membre des Pirates de Rumbar, désormais membre de l'équipage du chapeau de paille. Bien sûr, la foule était sous le choc. Mais comment les Marines ont-ils su que le squelette du chapeau de paille était de la même personne qui avait péri avec les pirates de Rumbar? Après tout, il n'est pas le seul personnage à porter une coupe afro. Et si quelqu'un du gouvernement mondial connaissait le fruit du démon de Brooke et l'avait identifié grâce à cela, Brooke n'a jamais vraiment parlé de son passé au chapeau de paille. Au début, il ne leur a même pas dit qu'il avait perdu son ombre, jusqu'à ce que les chapeaux de paille le remarquent eux-mêmes. Ensuite, il a seulement mentionné brièvement qu'il avait autrefois commandé un convoi de combat pour un certain royaume. Il n'a jamais expliqué non plus ce qui s'était passé exactement entre lui et la famille Finsmoke. Et c'est la famille de Sanji après tout. Et maintenant, avec l'apparition de Gunko et Elbaf Brooke était sans conteste le plus mystérieux des chapeaux de paille, il ne serait pas surprenant qu'il aurait lui aussi caché son passé de chevalier sacré. Ah, croyez-moi, Brooke va prendre une importance encore plus grande à l'avenir. Oda a parfaitement orchestré ce personnage dès le départ. Avant d'aborder le passé de Brooke, je tiens à souligner à quel point il ressemble au chevalier sacré dans sa seconde vie. Non pas grâce au pouvoir de Mu, mais parce qu'il possède littéralement les pouvoirs d'un chevalier sacré. Il ne vieillira plus jamais. Il est quasiment immortel. Il peut rattacher ses membres grâce à son âme, et il répare tout le reste avec du lait, ce qui certes est une blague, mais visiblement efficace. Et puis, il y a le lien avec les yokai. Brooke a toujours été comparé à un Gasha Dukuro formé à partir de guerriers tombés au combat et non enterrés, ce qui correspond exactement aux pirates de Rumbar. À Wano, il utilise d'ailleurs un déguisement de yokai, tout comme les 5 doyens, dont l'un est transformé par Nuro en cheval squelette. Tous deux maîtrisent le froid des enfers, ce qui signifie que Brooke possède des pouvoirs abyssaux similaires, même sans pacte. De plus, Brooke a voyagé grâce à un pentagramme. Lorsque Kuma l'a envoyé sur l'île Nakamura, il a atterri sur un symbole d'invocation entouré de fanatiques qui le croyaient invoquer des enfers. Kuma a visité presque toutes les îles où il a envoyé les pailles, à l'exception de celle de Brooke et Luffy. Une théorie suggère même que Brooke n'y a pas été envoyé intentionnellement, mais attiré par le réseau abyssal lui-même. Sinon, pourquoi Kuma l'aurait-il envoyé là-bas? Il a choisi Mihawk et les foreurs humains pour Zoro Waheria, pour Nami, l'archipel de Boone, pour Usopp, et ainsi de suite. Chaque membre de l'équipage a perfectionné ses compétences sur ces îles, mais l'île de Nakamura est une terre ravagée par les épreuves et la décrépitude où les habitants vivent dans la misère. Ce choix semble bien trop incongru pour Brooke comparé aux autres membres de l'équipage. Brooke possède la jeunesse éternelle, la régénération des pouvoirs liés au monde souterrain, la capacité de se transformer en yokai, de voyager à travers le pentagramme et de dominer les âmes par la musique, comme on le voit sur l'île des Hommes-Poissons, où il contrôle littéralement ses ennemis au niveau de l'âme et les fait danser. Lorsque Gunko lui a proposé de l'asservir et de le forcer à composer de la musique pour l'éternité, Brooke a refusé, déclarant que depuis le jour où Luffy lui avait offert une seconde vie, il n'appartenait à personne d'autre. Et cela ressemble trait pour trait au serment d'un chevalier sacré, sans les chaînes et sans qu'Emu ne l'exige. Donc, si Brooke était réellement un chevalier sacré dans sa première vie, alors dans sa seconde, il est devenu son exact opposé. Il allait désormais une lame dévouée au soleil. Et si tout cela est vrai, c'était héroïque d'une poésie incroyable. Son fruit s'appelle le Yomi, Yomi Nobi. Mais Yomi est le royaume des morts japonais, le monde des ténèbres, et même ces techniques tirent leur nom de concepts infernaux, le froid des enfers, l'âme solide et bien d'autres.
Ce choix de nom n'est pas anodin. Oda nous indique ainsi de que Brooke évolue dans le même espace métaphysique au Kemwo Emo et Shaina les 5 anciens. Le pouvoir d'Emu réside dans le contrôle, les contrats et la domination. Celui de Brooke, en revanche, est lié à l'inspiration, la musique, le rythme et l'émotion. Dans sa seconde vie, Brooke est le contrepoint d'Emu. Il possède des pouvoirs similaires à ceux des subordonnés d'Emu et pourtant il se range du côté du dieu soleil. Ce n'est pas un simple musicien, sa musique unit les gens. Or, dans One Piece, nous avons constaté à maintes reprises que l'émotion collective peut déclencher des pouvoirs divins. Prenons l'exemple d'Emu dans Elbaf et Zaza, le dieu de la pluie. Même Gunko écoute la musique de Brooke et elle est visiblement touchée par lui, tant émotionnellement que personnellement. Parmi toutes ses chansons, sa préférée est New World. Cela signifie qu'une faille existe déjà, une faille qui pourrait libérer non seulement Gunko, mais aussi potentiellement d'autres chevaliers sacrés. Pour moi, il est clair que Brooke était l'antithèse d'un chevalier sacré dans sa seconde vie, mais qu'en est-il de sa vie humaine? Est-il possible qu'il ait réellement été un chevalier sacré? Certains diront qu'il n'est pas assez fort pour cela, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 70 ans, il n'y avait pas eu de pirate, qui est même aussi puissante que Roger Rock's Barbe Blanche, etc. Les frites du démon étaient moins répandus et les chevaliers Omershis étaient également moins puissantes, même si je pense que Brooke est bien plus forte qu'on ne le croit comme on l'a vu dans le jeu. Dans le chapitre précédent, surtout si Kendall pouvait devenir l'une des leurs de nombreuses théories, suggère qu'elle aurait pu obtenir ce titre. J'ai mentionné Kendall non seulement pour souligner leur niveau de puissance, mais aussi parce qu'elle est la seule façon possible pour Brooke de devenir une chevalière sacrée. Si l'île d'Asperia a réellement disparu de l'histoire, la raison la plus probable serait le jeu de chasse qui a lieu tous les 3 ans. Et je crois que cela s'est passé il y a 62 ans. J'ai choisi 62 ans car nous assistons actuellement à des scènes se déroulant il y a 70 ans. L'incident suivant aurait eu lieu il y a 68 ans, lorsque la princesse Shi avait 10 ans. Mais l'hypothèse la plus logique est celle à Galdilia, 62 ans, lorsqu'elle avait 16 ans, l'âge de nombreuses princesses dans One Piece, d'autant plus qu'elle apparaît plus fréquemment dans ses souvenirs d'Auntie de Brooke. Alors, si les dragons célestes ont commencé à chasser à cet endroit, comment Brooke a-t-il pu survivre à God Valley même? Les personnages les plus puissants ont du mal à s'en sortir. Et sans Kume, tous les civils auraient été péris. Alors comment Brooke a-t-elle réussi à s'en sortir vivante? En 2009, Oda avait mentionné sa lecture de La Rose de Versailles, et Queen Kendall semble fortement inspirée de Lady Uskar. L'intérêt amoureux de Lady Uskar est un ami d'enfance nommé André, issu d'un milieu modeste, un ancien camarade d'armes avec qui elle n'aurait jamais dû être. De ce fait, il est possible que nous découvrions également une histoire d'amour tragique impliquant Brooke dans ce flashback. Dans le chapitre précédent, nous avons vu que Brooke aimait Kendall. Et si Kendall éprouvait aussi des sentiments pour Brooke. Et s'il l'avait sauvée pendant les jeux de chasse et l'avait emmenée à Marijoua. Pour y rester, Brooke a peut-être dû recevoir une marque de l'abîme, pas celle des chevaliers sacrés, mais celle de Shanks, le contrat de la mer, peu profonde. Je ne spéculerai pas trop sur la suite, mais comme on n'a pas revu Kendall parmi les chevaliers sacrés plus tard dans l'histoire, je suppose que Brooke et Kendall ont tenté de s'échapper. Brooke a réussi à s'échapper, mais Emu a puni Kendall. Et c'est ainsi que Brooke a perdu l'amour de sa vie. La question principale est de savoir si cette marque de l'abîme fonctionne encore sur Brooke Squelette.
Mais bien que ce pacte ne semble pas conférer de pouvoirs spéciaux, il empêche son détenteur de désobéir à un ordre direct d'Emu lorsqu'il est resté proche de lui. Jusqu'à présent, nous en ignorons encore le véritable but de ce pacte, mais il doit y avoir une raison pour laquelle Oda a décidé d'introduire ce troisième type de contrat. Je pense que Shanksbrook, ou les deux, sont toujours liés spirituellement à Emu, et que cela sera révélé lors de la guerre finale. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous pensez de Brook en tant que chevalier sacré. Et si vous souhaitez en savoir plus sur Emu et ses pouvoirs, vous pouvez regarder cette vidéo. Merci d'avoir regardé. À bientôt.